Introduction. Officiel. Nous avons frôlé la fin du monde. Épisode 2. Le trou noir. Il suffit d'une seule personne pour détruire le monde. Pas un général, pas un président, pas une armée entière. Juste un homme, avec suffisamment de savoir, suffisamment de haine et suffisamment de temps. Dans cette nouvelle saison, nous vous racontons l'histoire d'Adrien Lemoine, un ancien scientifique brillant, tombé dans l'ombre, rongé par la douleur et la colère. L'histoire d'un homme qui a cessé de croire en l'humanité et qui a décidé de la punir. Avec l'aide temporaire d'une secte technologique fanatique, les héritiers de l'infini, il a conçu l'un des plans les plus fous jamais imaginés. Créer un trou noir primordial, minuscule, mais suffisant pour mettre la Terre à genoux. Son objectif n'était pas de conquérir, ni même de survivre. Son objectif était simple, effacer le monde, comme on efface une équation devenue inutile. Pendant des semaines, l'humanité a dansé au bord de l'abîme sans même le savoir. Et quand la vérité est apparue, il était presque trop tard. Un point minuscule, invisible à l'œil nu, était né au cœur de notre planète, prêt à la déchirer, morceau par morceau. Ce n'est pas un conte de science-fiction, c'est une histoire plausible, terriblement réaliste, où la connaissance devient l'arme ultime et où la folie rencontre la science. Dans « Nous avons frôlé la fin du monde », épisode 2, Le trou noir, découvrez comment un seul homme, aidé par une poignée de fanatiques, a presque réussi là où toutes les guerres et toutes les armes avaient échoué. Un seul homme, une seule vengeance. Et nous avons survécu, par miracle. Partie 1. L'homme qui voulait effacer le monde. Son nom est Adrien Lemoine. Un nom qui, pendant des années, ne disait rien à personne. Un scientifique discret, passionné par la physique des hautes énergies, travaillant en coulisses sur les phénomènes les plus extrêmes de l'univers. La matière noire, l'énergie du vide, la formation des singularités. Brillant, trop brillant peut-être. Rapidement, ses théories commencent à inquiéter. Il publie des articles proposant d'exploiter l'effondrement gravitationnel contrôlé pour produire de l'énergie illimitée. Il évoque, lors d'une conférence confidentielle, la possibilité de créer un micro-trou noir stable sur Terre, non pas pour étudier, mais pour utiliser ses propriétés. L'idée choque. Le monde scientifique le rejette. Ses projets sont bloqués, ses fonds sont coupés. Il devient la risée de ses pairs, écarté, humilié, radié. C'est à ce moment précis qu'Adrien Lemoine bascule. Il cesse de voir l'humanité comme une civilisation à sauver. Il la voit désormais comme une erreur. Il refuse de progresser, il refuse de changer. Il ne mérite que l'effacement. Isolé, surveillé, il disparaît des radars pendant plusieurs années. Les rares fois où son nom apparaît, c'est dans des forums scientifiques obscurs, derrière des pseudonymes. C'est dans cet anonymat qu'il entre en contact avec un groupe clandestin, les héritiers de l'infini. Un mouvement secret, composé d'ingénieurs, de chercheurs marginaux et d'adeptes fanatiques, tous convaincus que l'humanité doit être poussée vers son destin technologique ultime, même au prix d'une destruction massive. Ils ne veulent donc pas tuer par haine, ils veulent réinitialiser par conviction. Et Adrien Lemoine devient leur prophète. Dans l'ombre, un projet fou commence. Non pas un attentat, non pas une guerre, mais une anomalie physique capable de détruire la planète de l'intérieur. Silencieusement, irrémédiablement. Ils l'ont appelé Projet Ananké, du nom de la déesse grecque de l'inéluctable nécessité. Sous les fondations même du monde, Adrien Lemoine et les héritiers de l'infini voulèrent planter une graine de destruction parfaite, un trou noir primordial, artificiellement créé, programmé pour croître lentement et engloutir tout sur son passage. Le plan était fou. Le plan était simple. S'emparer d'un accélérateur de particules, après des années d'infiltration, plusieurs membres de la secte avaient réussi à obtenir des accès limités à des infrastructures scientifiques sensibles, dont une annexe du CERN, désaffectée, mais technologiquement encore viable. Modifier les installations. Ils détournèrent les équipements pour atteindre des niveaux d'énergie jamais tentés, au-delà des 100 TeV, vers des seuils où l'espace-temps lui-même devient instable. Créer une singularité artificielle. Contrairement au scénario catastrophe redouté et ridiculisé par les médias au début du XXIe siècle, cette fois, tout était méthodiquement orchestré, compression dirigée, déstabilisation du vide local, et enfin, l'apparition d'un trou noir de masse subcritique, de la taille d'une balle de golf, mais avec la gravité d'une montagne entière. Laissez faire la physique, rien n'aurait été visible au départ. Le micro-trou noir, tombant dans le sol, aurait commencé à se nourrir, atome par atome, roche par roche, sans lumière, sans chaleur, sans avertissement. La planète, lentement,
se serait effondrée sur elle-même jusqu'à sa dislocation totale. Aucune alerte possible. Les sismographes auraient interprété les premières anomalies comme des mouvements naturels. Le monde aurait réalisé trop tard que la Terre était condamnée. Adrian ne cherchait pas la gloire. Il ne cherchait pas la domination. Il ne voulait même pas voir les fruits de son œuvre. Ma vengeance n'a pas besoin de témoins. L'effacement sera mon héritage. Les héritiers, eux, commencèrent à douter. Certains vacillèrent. Mais Adrian, lui, n'hésita jamais. Tout était prêt. La machine était modifiée. Le compte à rebours était enclenché. 20 novembre 2031, 2h47. Dans une salle obscure, résonnant seulement des bips de machines trafiquées, Adrian Lemoine appuya sur le dernier interrupteur. Le courant afflua, les condensateurs explosaient leurs limites. Le champ magnétique, d'une puissance inouïe, tordait les structures métalliques elles-mêmes. La machine rugit. Un son profond, inhumain, traversa les murs et fit vibrer le sol. Les capteurs s'affolèrent immédiatement. Des chiffres, jamais enregistrés auparavant, s'affichèrent sur les écrans. Des niveaux d'énergie proches de la création d'une singularité. Dans le bunker annexe, les héritiers observaient, partagés entre extase mystique et terreur glacée. « Nous avons allumé l'œil de Dieu », murmura l'un d'eux. Puis, la catastrophe imminente prit une tournure inattendue. À 2h49, un bruit sec, presque imperceptible, résonna dans la chambre d'accélération. Quelque chose venait de naître. Pas une explosion, pas un flash. Un point noir, infinitésimal, dense, affamé, venait d'apparaître au centre du dispositif. Les instruments tombèrent en panne les uns après les autres. Les signaux radio furent déchirés par des interférences gravitationnelles microscopiques. Des morceaux de sol commencèrent à se fissurer autour du générateur. Le trou noir était là, stable, froid, mortel. Adrian resta droit, fasciné, enivré par sa propre création. Les héritiers, eux, reculèrent, horrifiés. Ils avaient joué aux dieux. Ils venaient d'invoquer l'annihilation parfaite. Certains paniquèrent. Ils tentèrent de couper le courant, d'annuler la procédure. Trop tard, la chose était autonome, la chose était vivante. Dans les 15 premières minutes, le micro-trou noir dévora les fondations. La structure de surface s'effondra dans un cratère silencieux. La montagne au-dessus du site vibra imperceptiblement. Personne, dehors, ne comprit immédiatement ce qui se passait. Ce n'était pas une bombe. Ce n'était pas un tremblement de terre. C'était l'effacement. Partie 4. La descente dans les entrailles. 3h30, 20 novembre 2031. À la surface, rien ne laissait deviner l'horreur qui progressait en dessous. Le micro-trou noir, de la taille d'une bille de golf, s'était enfoncé lentement sous la croûte terrestre. Son poids phénoménal, concentré dans un espace infiniment petit, broyait tout ce qu'il touchait. Roches, métal, béton, tout disparaissait sans un bruit. Avalé dans l'abîme, les sismographes mondiaux commencèrent à capter d'étranges signaux, des secousses infimes, régulières, comme des battements de cœur, mais inversées. Au lieu de repousser, la Terre semblait aspirer de l'intérieur. À Genève, à Tokyo, à San Francisco, les experts commencèrent à se parler sur des canaux privés. Ils avaient tous les mêmes données, et aucun mot pour les expliquer. Dans les installations du CERN, les derniers survivants du projet clandestin tentèrent une intervention désespérée. Ils descendirent dans ce qu'il restait du bunker, équipés de combinaisons de protection et armés de dispositifs d'urgence. Leur plan, utiliser des explosifs gravitationnels expérimentaux pour pousser le trou noir vers l'extérieur, hors de la planète. Mais Adrian savait. Il savait que c'était inutile. Ce qui a commencé ne peut plus être arrêté, murmura-t-il, regardant le sol vibrer sous ses pieds. À 4h12, un dernier message radio fut envoyé. Nous sommes descendus. Nous voyons. C'est, mon Dieu. La matière tombe dans l'obscurité. Puis plus rien. Silence. Le trou noir poursuivait son chemin. Partie 5, le réveil des volcans. 15 jours plus tard, la planète commença à hurler. Sous l'effet des micro-déséquilibres gravitationnels, la croûte terrestre, jusque-là stable, se fragmentait lentement. La pression interne remontait. Les volcans s'éveillaient. Tout d'abord discrets, comme des animaux s'étirant après un long sommeil, puis furieux, déchaînés. En Islande, le Vatnajökull explosa, projetant un nuage de cendres à 30 km d'altitude. En Italie, le Vésuve, silencieux depuis des siècles, gronda comme un dieu antique.
Au Chili, le Villarrica cracha du feu sur 200 km à la ronde. Un schéma simple s'imposa aux scientifiques. Le micro-trou noir, en traversant la Terre, semait le chaos dans toutes les chambres magmatiques sur son passage, comme une aiguille mortelle perquant les organes vitaux d'un corps vivant. Les climatologues commencèrent à parler d'un hiver volcanique mondial. Les gouvernements, paniqués, mirent en place des mesures d'urgence, masques, rations de survie, évacuation de masse, mais la vérité, la cruelle vérité, était connue de quelques-uns seulement. Nous ne survivrons pas à cela. Nous avons déclenché la lente mort de la Terre. Pendant ce temps, Adrian, toujours vivant, toujours caché, regardait les nouvelles sur un petit écran. Un sourire triste fendit son visage émacié. Il avait accompli ce qu'il était venu faire. À suivre dans la partie 6, le dernier message, où, au milieu du chaos, une minuscule chance de salut pourrait encore émerger. Partie 6. Le dernier souffle. Au cœur de la base clandestine, sous le sol du CERN détourné, Adrien Lemoine contemplait sa création. Une sphère noire, suspendue dans l'air comme une imperfection vivante, dévorant la lumière elle-même. Un trou noir primordial, de la taille d'une balle de golf, et pourtant porteur d'une masse suffisante pour éventrer la planète. Les alarmes hurlaient. Les membres des héritiers de l'infini, terrifiés par l'ampleur de l'engin, avaient tenté de fuir. Certains furent avalés par le champ gravitationnel naissant. D'autres restèrent là, paralysés, comme s'ils assistaient à la naissance d'un dieu destructeur. La bulle gravitait, immobile un instant, puis lentement, inexorablement, elle s'enfonça dans la croûte terrestre. Le sol vibra, gémit, hurla. Une onde de choc sourde traversa le continent. Les capteurs du monde entier captèrent un événement impossible à classer. Ce n'était ni un tremblement de terre, ni une explosion. C'était autre chose. Sous leurs pieds, à des kilomètres de profondeur, le trou noir avançait. Il ne détruisait pas tout d'un coup. Il perçait. Il grignotait la matière avec une lenteur sadique. La gravité s'effondrait sur son passage. Les failles tectoniques s'ouvraient comme des blessures béantes. Pendant plusieurs heures, le monde retint son souffle. Allait-il simplement s'effondrer? Puis, dans un fracas inimaginable, la bulle ressortit. À l'autre bout du monde, dans l'océan Pacifique, au large de la Nouvelle-Zélande, la mer se souleva. Un geyser gigantesque déchira la surface, envoyant des millions de tonnes d'eau brûlante dans l'atmosphère. La bulle, allégée de sa course infernale, finit par s'évaporer, trop petite pour survivre longtemps dans l'univers hostile de la Terre. Mais il était trop tard. La planète était éventrée. Les failles volcaniques s'étaient toutes activées. Tous les volcans, partout, en même temps. Et l'enfer commença. Partie 7, le nouveau monde. Le ciel devint noir en quelques semaines. Les cendres volcaniques couvrirent le globe. Le soleil disparut derrière un voile permanent. Les températures chutèrent brutalement, amorçant un hiver volcanique qui allait durer 20 ans. Des méga-famines éclatèrent. Les récoltes mouraient dans les champs. L'eau potable se raréfiait. Les côtes furent balayées par des tsunamis provoqués par les séismes massifs. Les grandes nations, déjà fragilisées, s'effondrèrent dans des guerres civiles et des famines endémiques. Adrien Lemoine, l'homme à l'origine de tout, n'assista jamais à son triomphe. Il disparut dans l'effondrement de son propre sanctuaire, ironie cruelle pour celui qui voulait contempler la fin. L'humanité survécut, mais elle ne serait plus jamais la même. Dans ce monde nouveau, les États-nations s'étaient fragmentés en cités fortifiées. La technologie régressa brutalement, fini les satellites, les avions de ligne, Internet global. Les survivants portèrent des masques pour filtrer les particules de soufre. Les enfants naissaient plus petits, plus robustes, adaptés aux nouvelles conditions extrêmes. Une génération entière grandit sous un ciel de cendres, sans savoir que jadis, les étoiles brillaient. Partout, dans les ruines, le nom d'Adrian était devenu un mythe cauchemardesque, un murmure dans la nuit, l'histoire d'un seul homme qui, par orgueil et douleur,
avait presque effacé tout ce qui avait été construit en 10 000 ans de civilisation. Un seul homme, une seule idée, et l'humanité ne sera jamais plus comme avant.